Bonjour, alors c'est Jean Bricmont et le premier livre dont je vais vous parler c'est le livre de Pascal Boniface, Antisémite, qui vient de sortir aux éditions Max Milo. Et je pense que c'est un excellent livre, je pense que vous devriez tous le lire, et donc je ne vais pas tout vous raconter, sinon vous n'allez pas le lire, mais je pense que le livre a le résumé, je vais commencer par le résumé du livre. Le résumé du livre c'est très simple, c'est la vie de Pascal Boniface, son évolution intellectuelle et tous les ennuis qu'il a eus avec le lobby pro-israélien, ou appelons ça les réseaux pro-israéliens en France. Et c'est très détaillé là-dessus et c'est très bien fait. Maintenant, je dirais que le livre a à la fois un défaut, un gros défaut à mon avis, et une grosse qualité. Le défaut, c'est qu'il est très limité. Et la qualité, c'est la même, c'est qu'il est très limité. Alors évidemment, ça fait un peu philosophe français de commencer ainsi par une contradiction. Je vais expliquer ce que je veux dire. Pourquoi est-il limité? Mais c'est son choix, Je ne fais pas réellement une critique du livre, mais c'est important de comprendre cela. Il est limité parce que sur le conflit israélo-palestinien, il continue à croire, ou donne l'impression de croire, à la solution dite des deux États. Alors moi, je veux bien un État, 0 État, 2 États, 25 États, c'est pas mon problème. Le problème, c'est que dans le discours dominant, tout le monde parle de processus de paix, de solution à deux États, etc. Or, le problème, c'est que c'est une solution dont personne en réalité ne veut vraiment dans les parties en conflit, c'est-à-dire les Israéliens et les Palestiniens. Du côté israélien, c'est évident. Les accords d'Oslo qui devaient donner lieu à cette solution à deux États datent de 1993. Alors, si, depuis 1993, si les Israéliens voulaient se retirer des territoires occupés et créer un État palestinien sur ces territoires, rien ne les en empêche. Et s'ils ne le font pas depuis 1993, c'est qu'ils n'ont pas envie. Les Israéliens, j'ai déjà donné cette comparaison dans une autre vidéo, me font penser à quelqu'un qui prétendrait posséder un terrain et on lui dit « mais ce terrain n'est pas à vous, vous devez le rendre ». Il dit « d'accord, je vais le rendre, mais je vais d'abord construire une maison sur ce terrain ». Construire une maison, on lui dit « maintenant vous êtes bien avancé, vous devez devoir rendre le terrain et la maison ». Il dit « d'accord, je vais rendre le terrain et la maison, mais je vais d'abord construire une deuxième maison ». Et ainsi de suite, il construit des maisons, construit des maisons. Alors, moi j'ai envie de dire, construisez toutes les maisons que vous voulez, occupez les territoires, mais ne nous forcez pas en plus de croire à la solution à deux États. D'accord ? Vous vous foutez du monde. Bon. Du côté palestinien, je pense que si on leur offrait vraiment une solution à deux États, c'est-à-dire avec Jérusalem-Est comme capitale, l'intégrité des territoires occupés, enfin de la Cisjordanie, le conflit pourrait s'arrêter parce que les gens dans les territoires seraient contents, ils accepteraient cette solution, et les gens en dehors, ils seraient obligés de l'accepter aussi. Ce qui se passe, c'est que il y a une revendication fondamentale du mouvement national palestinien qui existe depuis bien avant 67, depuis 48, qui est le droit au retour des réfugiés de 48. Or ça, c'est quelque chose que les Israéliens n'ont jamais voulu accepter, même si c'est partie du droit international. Et donc, évidemment, on peut dire, les réfugiés vont finir par mourir, donc la question va disparaître. Mais alors on peut poser la question morale, est-ce que les descendants ont le droit de retour? Si les Juifs ont le droit au retour après seulement 2000 ans, pourquoi ils n'ont pas le droit de retour après 50 ans, 100 ans, etc. Donc, le conflit d'aucun des deux côtés, il y a une véritable acceptation de la solution à deux États, principalement du côté israélien, parce que eux, évidemment, s'ils voulaient l'implémenter, personne ne s'y opposerait. Et donc, il y a quelque chose d'un peu naïf à répéter toujours cette histoire de la solution à deux États, et Pascal Boniface, évidemment, il défend cela. Une autre limite, c'est que quand il parle du lobby pro-israélien, des réseaux pro-israéliens, il fait toujours comme si le conflit se limitait à Israël-Palestine. Mais malheureusement, et on le voit par exemple avec un membre éminent de ces réseaux, Bernard-Henri Lévy, ce n'est pas du tout le cas. Ça concerne l'Ukraine, ça concerne l'hystérie anti-russe, ça concerne la Libye, ça concerne l'armement des rebelles en Syrie, ça concerne parfois l'Union européenne, etc. Vous voyez, ces membres qui le critiquent très bien dans son livre, sont très actifs sur ces questions-là aussi, et intimident les gens sur cette question-là. Et finalement, les questions de la liberté d'expression, Pascal Boniface dit, et je suis sûr qu'il est sincère, qu'il lutte contre l'antisémitisme, mais par exemple, sa lutte contre l'antisémitisme consiste à aller dans les banlieues et à dire, écoutez, comprenez, quand les gens parlent d'entité sioniste au lieu d'Israël, ils disent, vous ne pouvez pas faire ça parce que si vous voulez la solution à deux États, il faut reconnaître Israël. Mais évidemment, ils ne croient pas à la solution à deux États, ces gens-là qui utilisent le mot entité sioniste, et ils n'ont qu'une raison d'y croire. Alors évidemment, ce n'est pas l'usage d'un mot dans les banlieues parisiennes qui va changer quelque chose au Moyen-Orient. Mais il faut se rendre compte que c'est, moi j'ai rien contre le fait qu'il dise ça, mais
il ne pose jamais la question des limites à la liberté d'expression liées à cette soi-disant lutte contre l'antisémitisme, et il ne parle que de lui. Il ne parle pas des autres victimes de cette lutte, etc., qui sont nombreuses et souvent ignorées et cachées. Et donc ça, ce sont les limites de son livre. D'accord ? Et évidemment, par exemple, pour revenir à la solution à deux États, il faut bien se rendre compte que pour qu'elle soit implémentée, il faudrait que le rapport de force sur le terrain change. Or, le rapport de force sur le terrain, s'il change, tout peut changer, on n'en sait rien. Je ne sais pas ce qui va se passer, moi je ne sais pas comment cette histoire va se terminer, mais je pense que ce n'est pas utile de faire semblant de croire à la solution à deux États comme si elle pouvait être implémentée sans un changement radical dans le rapport de force. Bien. Alors, pourquoi, ça c'est l'aspect négatif du livre qu'il est limité. Pourquoi l'aspect positif qui est le même, à savoir qu'il est limité? Parce que même avec toutes ces limites, même avec le fait que Pascal Boniface est hyper politiquement correct, il n'a rien d'antisémite, il n'a jamais rien dit, etc., ce qui est vrai, il est persécuté par un certain nombre de gens, et ça, il le fait très bien. Il le décrit en détail dans son livre, et si vous voulez vous rendre compte de l'absence totale de liberté en France, lisez son livre, parce que c'est précisément parce qu'il est si modéré, et qu'il est tellement pourchassé, et tellement attaqué, et tellement vilipendé, ses propos sont déformés, etc., que justement son livre a de l'intérêt, parce qu'il montre que même en étant très gentil, en étant très politiquement correct, etc., du moment que vous dites quelque chose qui touche les organisations pro-israéliennes, vous n'échappez pas à leur vindicte. Alors, le problème, donc Pascal Boniface a fondé et dirige ce qu'on appelle l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et c'est quelque chose qu'il dirige depuis longtemps, et on a voulu l'évincer de cet institut, là je vous laisse passer les détails là-dessus, vous n'avez qu'à lire, et il était un conseiller en matière internationale du Parti Socialiste, et il a fait une note en 2001, qui s'appelle « Le Proche-Orient, les socialistes, l'équité internationale, l'efficacité électorale », où il rappelle, bon, il dit qu'Israël est un État démocratique, il parle de la Shoah, etc., il dit qu'évidemment il faut défendre Israël, donc dans les frontières de 67, mais il dit évidemment que l'occupation, les crimes de guerre et tout ça c'est inacceptable, la gauche, avec les droits de l'homme, l'universalisme, etc., ne peut pas continuer à couvrir ce genre de choses. Alors il dit une phrase qui est celle sur laquelle on va se fonder pour l'attaquer. Il dit ceci: à miser sur son poids électoral pour permettre l'impunité du gouvernement israélien. La communauté juive est perdante, là aussi à moyen terme. La communauté d'origine arabe et ou musulmane s'organise elle aussi et voudra faire contrepoids, et du moins en France, pèsera vite plus lourd, si ce n'est déjà le cas. Et donc, alors il ajoute, il serait donc préférable pour chacun de faire respecter des principes universels et non pas le poids de chaque communauté. Alors, cette phrase-là, et tout le texte dit, essentiellement, il y a des principes universels, des principes de droits de l'homme, etc., qui font que la position des socialistes sur la question du Moyen-Orient est inacceptable. Et si vous faites un calcul électoral, de vous baser sur la communauté juive, c'est un mauvais calcul d'un point de vue électoral. Mais il n'a jamais dit qu'il fallait abandonner les juifs en faveur des musulmans, etc., tout ce qu'on lui a fait dire par la suite. Et donc, à partir de là, du fait qu'à l'intérieur du PS, une voix se fait entendre pour dire, écoutez, ajustez un peu votre politique par rapport au Moyen-Orient, le monde lui est tombé dessus, quoi. Il a commencé à être attaqué, traîné dans la boue, etc. Alors c'est intéressant de voir comment on procède. D'abord, évidemment, il avait accès au Monde, il avait écrit un article dans le Monde à ce moment-là, mais après, certain Nicolas Veil, qui est un défenseur acharné d'Israël, lui a coupé l'accès au Monde, et ils ont fait donner d'abord Elie Barnavi. Alors, Elie Barnavi, évidemment, lui, il était, comment dirais-je, c'est l'ambassadeur d'Israël en France, un intellectuel, un historien, un partisan de la paix, toujours l'histoire de la solution à deux États, mais bon. Et donc, évidemment, lui fait un article où il dit que Pascal Boniface veut délégitimer l'État d'Israël, ce que justement il ne fait pas, puisqu'il reconnaît toujours l'État d'Israël dans les frontières de 1967. Il avait produit un franc et haineux libellé anti-israélien à la limite de l'antisémitisme. Alors c'est très habile de dire à la limite de l'antisémitisme, parce que comme ça, vous ne pouvez pas nécessairement être attaqué pour diffamation. Et donc, évidemment, on avait la voix de la gauche israélienne, enfin la gauche modérée israélienne, mais de la gauche israélienne, qui est envoyée d'abord pour attaquer Pascal Boniface. Après, évidemment, vous avez les hystériques. Vous avez Clément Velrenal, président de l'Association de journalistes juifs de France,
et il envoie une lettre où il dit qu'évidemment il a mis en cause la communauté, juive et dénié à cette communauté le droit légitime de soutenir Israël dans le cadre du débat démocratique. Je veux dire ça, si quelqu'un veut dénier à la communauté juive le droit de défendre Israël, il n'est pas encore né et je souhaite bien du courage. Alors évidemment, ça il commence avec c'est ça ce qu'il y a, c'est que vous avez des attaques complètement délirantes. Hein. Vous avez aussi un avocat, M. Pierre-François Weil, qui écrit dans Le Monde, reproche à Pascal Boniface d'avoir menacé de mettre au banc de la collectivité nationale pour délit collectif d'opinion la communauté juive française. C'est-à-dire, ça c'est tombé dans l'hystérie la plus totale, puisque tout ce qu'il a dit, c'est voilà, il faudrait respecter le droit international, etc. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment tout lui est tombé dessus, et on déforme ses propos sans arrêt. Il n'a aucun moyen de se faire entendre, ou pratiquement pas d'obtenir justice, etc. Alors il a écrit plusieurs livres. Est-il permis de critiquer Israël, les intellectuels faussaires? Comme a dit une amie, il choisit bien ses titres, ici c'est antisémite. C'est ces livres qui sont en général assez bien faits sur ces questions. Mais c'est intéressant de voir, si vous voulez, par la suite, bon, alors il a été marginalisé dans le Parti socialiste, et, comment dirais-je, il a plus ou moins mis à la porte, enfin, ça je vous passe les détails, on a voulu détruire son institut, on a forcé les gens à démissionner de son institut, etc. Mais il a survécu. Il faut dire qu'il a quand même eu suffisamment de soutien. Il a eu le soutien d'Emmanuel Valls, entre autres, ce qui est assez comique, mais il a eu Emmanuel Valls, ancienne version, mais par exemple, Éric Quenant de l'Express, il lui dit, il déforme ses propos, etc. Et quand Pascal Boniface lui dit, il lui fait remarquer qu'il a déformé ses pensées, il lui répond, oui, mais ce n'est pas ainsi que votre note est interprétée au sein de la communauté. Donc ce qui compte, c'est pas ce que le type a écrit qui est tout à fait clair, c'est comment c'est interprété au sein de la communauté. Alors il passe en revue toutes sortes de malhonnêtetés. Par exemple, il y a un certain Christopher Caldwell qui écrit dans le Weekly Standard, qui est le journal américain néoconservateur, donc ultra-sioniste et tout ce que vous voulez, mais évidemment il lui demande un rendez-vous pour parler des problèmes d'antisémitisme, etc. Et comme dit Boniface, l'entretien est cordial. Et puis après, quand il lit, l'article s'intitule « Liberté, égalité, judéophobie ». Il décrit la benladénisation des banlieues, et à propos de Pascal Boniface, parle de bonifascisme, une expression qui sera reprise par la suite. Alors, ça vous donne une idée de la façon dont les gens sont démolis. Mais il faut reconnaître que Boniface, et comme je dis, ça c'est la qualité de son livre, c'est que malgré qu'il est très limité, il rend les coups pour les coups. Il ne fait pas de quartier. Et par exemple, quand il parle de Patrick Klugman, qui est un ancien leader d'une institution juive de France et qui est une figure de gauche du judaïsme, enfin de gauche, vous entendez sur le mot, mais il dit avocat, et ça je lui laisse la responsabilité des propos, je ne veux pas les vérifier, il n'a pas tout à fait la disponibilité pour s'occuper du job à plein temps d'adjoint à la mairie de Paris, en charge des relations internationales et de la francophonie, mais suffisamment pour ce qui compte vraiment, la relation avec Israël. Donc dans plusieurs cas, Boniface ne fait pas de quartier quand il parle des gens qui l'attaquent. Il parle aussi de David Assouline, à qui on lui fait reprocher qu'il n'a rien dit quand Boniface était menacé de mort, agressé, etc. Et David Assouline répond, c'est bien fait pour lui. C'est des propos qui sont rapportés, mais au moins il mentionne la virulence de ses adversaires, et comme il dit, la vivacité du communautarisme au sein du Parti socialiste semble inépuisable. Alors il fait aussi remarquer que, par exemple, on parle régulièrement en France de réseaux russes, mais les réseaux pro-israéliens, par exemple, on n'en parle presque pas. Or, les réseaux pro-israéliens ou pro-OTAN ou pro-américains, etc., sont infiniment plus puissants que les réseaux russes. C'est parce que les réseaux russes sont pas puissants qu'on peut en parler, qu'on peut les critiquer, et qu'on peut en plus tenir un discours mensonger qui consiste à dire oui, mais on n'ose pas parler de Poutine, on n'ose pas critiquer Poutine, alors qu'on le fait sans arrêt. Ça, c'est le genre de truc où comme on le fait avec l'islam, etc. Alors, il explique aussi qu'on s'en prend à ses enfants, ce qui est assez extraordinaire. Mais un de ses enfants avait passé plusieurs interviews pour obtenir un boulot, il ne précise pas lequel, et la DRH l'appelle et lui dit, écoutez,
à cause d'une vidéo qu'il avait fait 3 ans plus tôt, vous comprenez, on a une image à défendre. Et donc, on ne peut pas l'engager. Alors lui, il est parti travailler ailleurs. Et la vidéo en question, c'était une vidéo qui avait été dénoncée par un certain Frédéric Ancel, qui est une des bêtes noires de Pascal Boniface, et qui est un type qui a travaillé, qui était dans les jeunesses du Likoud, etc., qui est un politologue, mais extrêmement pro-israélien, enfin extrémiste pro-israélien. Alors évidemment, ils sont tous là. Vous avez évidemment BHL. Alors évidemment, BHL, lui évidemment, il fait à savoir à tout le monde que Boniface est infréquentable. Et quand il a fait sa pièce Hôtel Europe, Boniface avait prévu qu'il y aurait une promotion hollywoodienne, mais que la pièce serait un flop, qui est exactement ce qui s'est passé. N'ayant pas le sens de l'humour, il a dit à Frédéric Aziza sur Radio J, il a évoqué une petite secte, Boniface, Ramadan, Soral, Dieudonné. Ça, c'est l'amalgame parfait. Donc, quand vous démolissez quelqu'un en mettant sur le même pied que Soral et Dieudonné, alors que Boniface n'a évidemment rien à voir, il dit que c'est une espèce de nébuleuse idéologique qui est la façon de faire un amalgame. Et donc, alors évidemment, il y a aussi Malek Bouti qui ne rate pas son coup. Lui, évidemment, il dit Pascal Boniface, il a bien fait de dégager du PS. Je suis monté au créneau pour casser ce glissement de l'antisionisme d'une position de radicalité politique à une sorte de racisme. C'est là un des traits communs de tous les antisémites. Ils n'assument pas, ils camouflent leur antisémitisme avec une rhétorisation qui ne tient pas debout. Donc ça, c'est tout à fait la façon de toujours dire que Boniface, il n'a rien fait, il n'est même pas antisioniste, puisqu'il est pour Israël dans la frontière de 67. Mais évidemment, il était président de SOS Racisme, il était proche de l'UEJF, de Klugman, et patati patata. Et là, il a été poursuivi. Là, Pascal Boniface l'a poursuivi pour diffamation et a obtenu gain de cause. Donc ça, c'est déjà quand même quelque chose de relativement positif. Alors, dans le dossier Boniface, je vais peut-être terminer avant de faire une conclusion générale, par ce qui s'est passé après la sortie de son livre, donc après la sortie de ce livre-ci. Il est passé dans Zemmour et Nolot, et Zemmour lui a dit, mais comment quelqu'un de votre envergure intellectuelle en géopolitique comme vous peut s'intéresser au conflit israélo-palestinien. Israël, c'est 3 départements français, ça n'a aucune espèce d'importance. Et le peuple palestinien n'existe pas, c'est une invention du KGB et des gauchistes français des années 70. Je veux dire ça, j'ai trouvé ça adorable. Quand vous auriez été n'importe où dans le monde arabe dans les années 50, tout le monde était solidaire de la cause palestinienne, et donc il fallait bien qu'elle existe avant le KGB et les gauchistes des années 70. Mais on peut dire ça à la télévision aujourd'hui et pas être ridicule, pas perdre son emploi comme d'autres. Et ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Alors, je vais terminer par une considération générale qui me tient fort au cœur, parce que moi, j'ai les mêmes ennuis que M. Boniface, même si je n'ai pas la moindre importance. J'ai aussi des conférences annulées, j'ai aussi des trucs annulés à la dernière minute, des salles qui disparaissent, etc. Tout ça, ça se produit. Par exemple, j'ai été invité dans une ville dont je ne vais pas mentionner le nom, mais dont le maire est assez sioniste, et par un truc qui était dépendant de la municipalité, et tout était arrangé, je peux prendre mon billet d'avion, etc. 20 minutes après, on me téléphone, non, ça ne va pas, parce qu'il y aura les élections municipales sous peu, et par conséquent, on ne peut pas faire de politique, etc. Alors que j'avais parlé de liberté d'expression, je n'avais pas m'occuper des élections municipales. Donc tous les prétextes sont bons, vous trouvez toujours des prétextes de ce genre-là pour annuler vos conférences, pour annuler vos rendez-vous, etc. C'est évidemment ce qui se passe avec Boniface, simplement chez lui c'est beaucoup plus grand. Ce que je veux dire pour finir, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir juif en France. Il n'y a pas vraiment de pouvoir juif en France. Ce qu'il y a, c'est une infinie lâcheté des noms. Il y a un petit groupe, et ce n'est pas toute la communauté juive, un petit groupe qui repère assez bien, qui est absolument acharné à vilipender, à calomnier, à attaquer tout ce qui bouge, à tirer sur tout ce qui bouge. Et puis il y a une immense majorité de gens qui sont simplement couchés, qui sont simplement qui ne disent rien, qui se taisent, qui ont peur pour leur boulot, qui ont peur, ce qui est légitime d'ailleurs. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est la lâcheté de l'immense majorité des Français qui permet la force du lobby. Si les Français collectivement disaient c'est fini, ben ce serait fini. Si vous voulez, c'est comme le cléricalisme dans le temps. La force de l'Église venait évidemment du fait qu'il n'y avait pas de réaction. Prenons l'Italie
peut-être la France, il faut remonter plus longtemps, ou la Belgique dès ma jeunesse. Mais quand les gens ont dit non, non, ça va pas, on a le droit de ne pas croire en Dieu, on a le droit de croire un petit peu, ou d'interpréter ça comme on veut, eh bien, le pouvoir de l'Église a disparu. Si l'Église aujourd'hui dit que quelqu'un est mécréant, tout le monde s'en fiche. Mais si le Parti communiste disait que quelqu'un est un anarchiste ou un trotskiste, ça va, tout le monde s'en fiche aussi. Mais il suffit qu'on vous traite d'antisémite, que ce petit groupe de gens vous traite d'antisémite, et plus personne ne vous fréquente, tout le monde a peur. Alors évidemment, dans les gens, il y a d'une part, il y a des naïfs. Par exemple, je suis frappé quand il parle de Lionel Jospin. Dans le livre, il dit que Jospin croyait qu'il fallait défendre Israël parce qu'Israël, c'était une démocratie face à des dictatures, alors que le peuple palestinien, comme il n'a pas d'État, c'est ni une démocratie ni une dictature, et que la question de savoir si les pays arabes sont des dictatures devrait être indépendante des questions du droit international. C'est le mystique de la démocratie. Une démocratie, vous pouvez bombarder vos voisins, vous pouvez opprimer les gens, vous pouvez payer des élections comme le font les Américains un peu partout, et ça va parce que vous êtes une démocratie. Les dictatures, elles, n'ont même pas le droit d'exister. Ça, c'est un peu la mystique de l'antitotalitarisme des années 70, dans laquelle Jospin était certainement enfoncé. Donc il y a les naïfs. Alors il y a aussi les gens qui sont prudents. Par exemple, un jour on demande à Omar Sy, l'acteur bien connu, ce qu'il pense du conflit, et il dit qu'il n'a pas les éléments pour juger. Pascal Boniface, ironique, dit il n'a peut-être pas les éléments pour juger, mais il sait au moins juger le rapport de force. Immédiatement, il est attaqué pour antisémitisme parce qu'il suggère qu'il y aurait une influence juive dans les milieux du cinéma français, qui est bien sûr totalement imaginaire. Mais évidemment, Pascal Boniface était ironique, et Omar Sy devait très bien savoir pourquoi il répondait ce qu'il répondait. Vous avez d'autres exemples. J'ai déjà mentionné l'histoire qui m'est arrivée dans une mairie, mais lui était invité dans une autre mairie à parler, et évidemment, à la dernière minute, on retire une salle, il y a des élections bientôt, c'est pas possible, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens de la communauté qui sont venus voir le maire, qui ont dit non, il ne faut pas donner une salle à Boniface, et le type se couche. Mais s'il ne se couche pas, qu'est-ce qui va se passer? Après tout, Boniface, il est toujours vivant, il a toujours son iris. Même Soral et Dieudonné sont toujours vivants. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de pouvoir au sens, il y en avait, par exemple, pendant l'occupation, avec la Gestapo et des trucs comme ça. Il n'y a pas ce genre de pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir qu'il y a dans les territoires occupés où des gens sont régulièrement tués. S'il n'y avait pas la lâcheté des non-juifs, pour l'immense majorité, s'il n'y avait pas cette volonté de s'inventer des excuses, d'ailleurs, chez certains, on magnifie le pouvoir, le soi-disant pouvoir juif, pour se donner des excuses pour ne rien faire. Mais si collectivement, les gens revendiquaient leur propre indépendance, leur propre dignité, leur propre liberté d'expression par rapport à cela, ce serait fini demain exactement comme le pouvoir de l'Église a disparu dans d'autres pays à d'autres époques. Et ce qui est tragique, je trouve, on ne peut pas faire grand-chose pour les Palestiniens vu le rapport de force sur le terrain, on ne va pas faire la guerre à Israël, mais on pourrait au moins, sauver notre dignité. C'est la moindre des choses, c'est le plus qu'on puisse faire pour les Palestiniens, c'est aussi la moindre des choses qu'on puisse faire pour eux, et on devrait le faire aussi, pas seulement pour eux, mais dans l'intérêt bien compris de la France et de l'Europe.